Donc l'intelligence, c'est déjà moi je le dis tout le temps à mes élèves, c'est pas forcément les bonnes notes, être le bon élève, tout le temps ça, mais c'est aussi savoir comment naviguer dans un environnement qui change. D'accord? Ton environnement change, disons que tu pars loin, tu t'expatries, tu veux monter un nouveau business et ben, en fait, comment tu vas rendre tout ça viable? Comment tu vas réussir à t'adapter et de manière à rendre tout ça, successful? Ça, c'est l'intelligence, tu vois? Bonjour à tous et bonjour Sacha. Bonjour Wesley, bonjour à tous. Très heureux d'être avec toi aujourd'hui. On va faire un épisode, ensemble. Donc aujourd'hui, on n'a pas, d'invité, on va dire, extérieur. On va parler de méritocratie. Alors c'est un sujet qu'on mentionne, de temps en temps entre nous. C'est vrai qu'on se pose pas mal de questions, voilà. Est-ce que la méritocratie, existe ou pas? Est-ce que c'est quelque chose, qui fait sens dans les sociétés d'aujourd'hui? Donc on va essayer de débattre un peu de cette notion-là, entre nous. Je sais que toi, tu as un avis, assez prononcé. On va essayer de voir, tu vas m'expliquer exactement ce que tu en penses. Mais juste en termes d'introduction, je vais, juste rappeler ce que signifie la méritocratie. C'est une notion qui a été, inventée. Le mot est apparu pour la première fois dans un livre de Michael Young, dans le livre The Rise of, Meritocracy. En français, c'est «L'ascension de la méritocratie». Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, de base, son livre, c'est une satire. Il écrivait pas un livre, on va dire, de divertissement ou un roman. C'est vraiment une nouvelle, satirique pour, expliquer que justement, arriver à une société, méritocratique finirait par une révolution, sanglante, en 2034. Le livre a été écrit en 1958, donc il se projette, sur 2034, et c'est cette, dystopie qui, vraiment, mènerait vers une révolution puisque en fait, son angoisse, c'est que, il y aurait, on va dire, une élite, de l'intelligence et sans compassion et qui serait contraire à l'aristocratie, du qu'on connaît, tous aujourd'hui et du coup que, tout le monde, partait, avec ses avantages, de naissance, et réussissait parce que il ou elle était profondément meilleur. Alors pourquoi une satire? Justement, en fait, l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, le monde politique, et on va en parler entre nous, le monde politique est en train de s'accaparer cette notion de méritocratie et chaque président, que ce soit alors je revoyais un interview d'Emmanuel Macron, il y a eu Tony Blair, il y a eu Bill Clinton et cetera, Bah, commençaient à Sarkozy, hein, c'est détourner. son fer de lance. Sarkozy aussi, ouais, Sarkozy aussi, ils ont détourné cette notion de méritocratie et qui, disait que pour eux, c'était, du coup, positif en fait, partir de rien et réussir, c'était, enfin, voilà. Est-ce que vraiment on part de rien quand on réussit? Et c'est ça la vraie question et c'est vrai que le monde politique aujourd'hui essaye de vendre cette notion un peu marketing, on va en parler aujourd'hui et toi, Sach, qu'est-ce que, déjà tu penses? Ah oui, c'est surtout quand on est, président, c'est ça qui est amusant. Quand on dit, ben, je repense à Nicolas Sarkozy qui dit, «C'est ça la beauté de la France, c'est qu'on peut partir de rien et devenir président de la République». On va en discuter aujourd'hui justement. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe, vraiment? Ouais. Et en fait, je vais un peu m'avancer, mais à qui ça sert vraiment la méritocratie? Voilà, c'est un petit Bah, peu tous les thèmes, c'est qu'on va aborder aujourd'hui. Ouais et j'avais mentionné Emmanuel Macron, tu sais pourquoi? Parce que je revoyais du coup une interview d'Emmanuel Macron. C'est fou parce que lui, pareil, il disait, hem, au tout début de son ascension, on va dire politique, qu'il était parti de rien. Il essayait de se vendre comme ça: «Moi, je suis parti de rien et j'ai, je veux, monter dans la sphère politique, être élu président». Bon bref, en tous les cas, ce que tu disais toi, c'est que voilà, on va essayer de comprendre, mais en fait, ce concept déjà, on est dans un monde, on va dire, et dans une France démocratique, et c'est une démocratie, méritocratique. Mais cette notion de méritocratie, en fait, elle nous est un peu vendue par les politiques, puisqu'en fait, ça les arrange. Tu me dis si je me trompe, Sacha, mais en fait, ça les arrange de nous vendre, de nous marketer cette notion de méritocratie puisque, ce monde, cette démocratie, en fait, on vit aussi dans un monde capitaliste où chaque personne doit apporter sa pierre à l'édifice, chaque personne doit travailler et en fait, pour faire tourner cette économie-là, pour faire tourner, ce capitalisme et ben, les gens doivent travailler et quoi de plus,
«noble» entre guillemets que de vendre cette notion de travail et de mérite et donc pousser les gens à travailler de plus en plus dur et leur vraiment faire rentrer dans la tête l'idée que le travail, c'est bien et en fait enfin, c'est bien et il faut pousser, 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 pour être successful. Ouais, non Tu en dis mais quoi? voilà, c'est vrai que là, on touche déjà un point intéressant. C'est que quand on y réfléchit, ça fait partie des valeurs de beaucoup de monde. Tu sais, les gens disent: «Moi, j'ai mes valeurs, le travail, le mérite et tout ça, la justice». Ça fait partie des valeurs, voilà, ce qu'on entend de généralement, les valeurs des gens, c'est, le travail et cetera. Mais, heu, effectivement, tu as dit les politiques, bah, du coup, ça va être un argument génial pour eux, parce que on va revenir un petit peu après dans le détail, mais la méritocratie, selon moi, elle peut ne pas exister. Elle n'existe pas du tout même. Mais d'être un président et de dire: «On peut partir de rien et on peut y arriver, et vous pouvez tout mériter, quand on veut, on peut», c'est un dicton français, bien Ouais. connu. «Quand on veut, on peut, vous pouvez le faire, allez-y, avec la force de la sueur, avec, le travail et des larmes» et tout ça, voilà, j'ai changé un petit peu le dicton là, mais la sueur et les larmes. Mais c'est en prenant tout ça, en fait, qu'est-ce qu'on crée finalement? Qu'est-ce que les politiques peuvent créer? Je Bah, ils crois que vont c'est du créer des sang et des gens. larmes, il me Ouais, voilà, du semble, sang et des larmes, pardon, ouais. Churchill, c'est Churchill. Qu'est-ce qu'on va créer? On va créer, finalement des gens qui vont se tuer au travail. Et qui vont, bah, du coup, se responsabiliser eux-mêmes si tu veux, parce qu'imagine que toi tu es un père de famille. Qu'est-ce que tu souhaites pour tes enfants? Bah, de temps en temps, tu souhaites qu'ils se responsabilisent et qu'ils fassent, leurs propres choix et qu'ils travaillent, qu'ils avancent dans la vie, de cette manière-là. Et en fait, en tant que chef d'État, bah, ça va être exactement ça. Tu vas leur dire, «Le mérite, le travail, les efforts, ça paye, allez-y, travaillez». Et au final, ils vont se responsabiliser eux-mêmes, ils vont bosser, bosser, bosser et ça va faire tourner, ta société qui est, finalement, ton pays puisque tu es, le chef d'État, bien sûr. par exemple. Bien sûr. Bah, écoute, non, tu as tout à fait raison. Bah, alors du coup, on a introduit un peu le sujet. On va rentrer, dans le vif, avec une première partie, qui va, en fait, qui va expliquer en quelque sorte, voilà, est-ce que on part tous, égaux? Alors il y a cette notion en France évidemment de liberté, égalité, fraternité. Les hommes, alors dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on part tous égaux. L'homme est né, et chaque homme, naît à égalité. Donc on a tous, les mêmes, cartes dans les mains à la naissance. Mais est-ce que dans les faits, ça se vérifie? Est-ce que c'est vrai? Donc en fait, il y a une sorte d'utopie. OK, de l'égalité de départ. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que encore une fois, on est dans cette utopie? C'est une sorte de mythe. Donc voilà, on peut commencer la discussion sur cette partie-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, c'est une utopie de dire qu'on est tous égaux? Ou bien, tu n'es pas forcément d'accord avec cette idée-là et qu'on a tous évidemment des cartes différentes dans les mains? Alors moi, j'ai un rôle particulier en plus de tout ça, parce que je suis professeur, hein, ceux qui nous suivent le savent. Je suis professeur et donc cette notion de mérite, cette notion de travail me touche particulièrement parce que c'est quelque chose que je suis censé en théorie, transmettre et apporter à mes élèves. Et donc, c'est Bien vrai qu'à sûr. partir du moment où l'école a été créée, bah, c'est parfait. C'est, la fin justement de l'injustice. Ça va être, l'école est gratuite, l'école est disponible pour tous et donc, on crée ce qu'on appelle l'égalité des chances. N'importe Bah, qui de n'importe quel milieu, peut aller à l'école, c'est tout à fait gratuit et pourra s'en sortir, de la même manière. Voilà. Donc, vu que je suis professeur, c'est quelque chose qui me touche, mais, bien évidemment dans les faits, ça se vérifie pas. Rien que, par exemple, les grandes vacances de 2 mois, voilà, ça c'est un truc que je voulais aborder. Les grandes vacances, 2 mois, bah, ça c'est un vecteur d'inégalité profonde. Parce que, pour certaines familles, qui vont partir en voyage, en échange linguistique, qui vont avoir des livres de vacances, qui vont avoir, des nounous, qui vont pouvoir sortir, s'aérer, apprendre de nouvelles choses, des centres aérés, bref, voilà, je vais pas faire la liste exhaustive, mais tout un tas de choses, pardon. mmh, Et à l'opposé, il peut y avoir des gens issus de milieux, beaucoup plus défavorisés. Et ben, eux, ils vont pas avoir la chance de sortir. Ils vont rester, toute la journée, chez eux, peut-être à s'occuper des petits frères, des petites sœurs, peut-être s'occuper de n'importe quoi. Ils vont pas travailler, ils vont perdre leurs notions, ils vont perdre tout le travail qu'ils ont accompli, durant toute l'année scolaire.
Ils vont pas avoir la chance de sortir, d'apprendre de nouvelles choses, de faire de voyages, de grands voyages, par exemple. et c'est intéressant. Et voilà, et donc juste ce fait-là, d'avoir 2 mois de vacances, c'est un vecteur d'inégalité profonde. Moi, qui suis en plus à l'étranger, chaque année, et c'est vraiment amusant, je vois des enfants qui reviennent donc dans un lycée français à l'étranger, en ayant perdu beaucoup de vocabulaire français, et tu leur dis: «Mais il y a 2 mois, tu parlais beaucoup mieux français». «Ah oui, mais j'ai pas pratiqué pendant 2 mois». Voilà. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, mais en fait, déjà, toi, tu parles de l'école. Alors tu comme on a dit, voilà, tout le monde sait, enfin, la plupart de nos éditeurs savent que tu es prof, de maths. Mais en fait, l'école et l'éducation, ça fait partie de ces fondements que de donner, la chance à tout le monde, OK? Ouais. C'est dans ces fondements de en fait, la méritocratie ferait en Re quelque sorte partie des fondements de voilà. l'éducation et de l'école. Ça repose sur C'est ça, c'est un pilier, c c'est le pilier de la méritocratie, c'est l'école. Sauf que, bah, ça bug dès le pilier. Tu vois, il y a un problème dès le pilier, justement, c'est pas soutenu du tout. Bon, il y a plein de chiffres, hein, mais par bien sûr, exemple, tu sais qu'il y a, il y a les enfants de milieux défavorisés ont moitié moins de chances de faire des études poussées plutôt que les autres. Il y a des ouais. tonnes de chiffres, et ça a tendance à s'empirer, malheureusement. Quand tu vois que même dans les études universitaires, la plupart sont issus de milieux plus à l'aise, on va dire ça comme ça. Hem, donc il y a un souci d'inégalité, et donc de problème de méritocratie dès le début, alors que c'est censé justement être ton pilier sur lequel tu bases toute la philosophie de la méritocratie. Ouais. Ouais, mais justement, est-ce que, en fait, c'est là toute la question. Est-ce que vraiment c'est, on peut combattre, ça ou pas? En fait, alors pour juste avancer dans la discussion, donc on a parlé de l'école et cetera. Donc par exemple, si on pense à la méritocratie, on pense forcément à la personne qui, va travailler, nuit et jour, qui provient d'un milieu, on va dire, défavorisé, et qui essaye petit à petit de gravir les échelons. Ou au contraire, tu as quelqu'un qui vient d'une famille un peu plus, noble, qui a peut-être hérité, de connaissances culturelles de ses parents, de sa famille, de peut-être, richesses, matérielles aussi qui peuvent aider, évidemment. Hem, mais, heu, mais par exemple, moi je pense à 2 personnes que je voulais citer, et on peut essayer de voir aussi, justement par rapport à la méritocratie, par rapport à cet héritage et culturel et matériel, financier, voilà, est-ce que ça a un impact? Je pense principalement, pour moi, tu vois, à Donald Trump et Elon Musk. Alors pourquoi? Parce que, Donald Trump, on sait tous qu'il a hérité, de son père, qui était un magnat de l'immobilier, qui a eu une réussite, énorme. Par contre, lui, derrière, il a hérité, il a eu cet héritage, mais il a réussi à l'étendre, à le faire fructifier. Il a pris beaucoup plus de risques, mais avec un capital de départ quand même très important. Alors après, évidemment, je dis pas qu'il a pas travaillé dur. Il a travaillé extrêmement dur pour arriver là où il est aujourd'hui, donc président de la République, enfin président, des États-Unis, 2 fois. Donc mais tu peux toujours dire, voilà, il part pas de zéro totalement. Maintenant, tu peux aussi prendre l'exemple d'Elon Musk. OK, Elon Musk, tu pourrais penser qu'il part de zéro complètement, qui a, tout fait de lui-même, qui a entrepris une première compagnie qui a réussi, qui a entrepris une deuxième, une troisième, et cetera, qui est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde de très loin. Je crois qu'il a aujourd'hui 800 milliards, qui est une somme qui n'avait jamais été atteinte auparavant. Mais Elon Musk, tu sais, je te disais que j'avais lu sa biographie. Bon, son père était, ingénieur informatique aussi, donc il avait quand même accès à toute cette partie-là informatique. Sa Ouais. mère était mannequin, donc il part, on va dire, de zéro par rapport à d'autres, mais il part de beaucoup plus avancé par rapport à Ouais, ouais. d'autres qui partent vraiment de beaucoup plus loin. Donc en fait, il y a cette notion aussi de rapport de force entre certaines personnes. C'est quoi vraiment partir de zéro? Et est-ce que partir de 0 ou de quelque chose aurait vraiment un impact sur ton succès? Alors on dit que, en fait, réussite égale mérite. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Alors déjà, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai, juste ce que je disais juste avant, par rapport aux études supérieures. Les enfants qui ont des parents cadres, ont beaucoup plus de chances de faire des études longues et avoir après d'avoir un métier stable.
Mais juste ça, cadre. On parle pas de milliardaires, on parle de gens qui gagnent peut-être, allez, on va dire un foyer, 8 000 € par mois, c'est-à-dire peut-être, 3 000 ou 4 000 par exemple, les 2 parents. Donc, on peut dire ils sont aisés, mais ils sont pas non plus riches, par exemple. Hem Et donc juste ça, bah, ça change la vie, tu vois? Ça change la vie entre, des parents qui gagnent, le SMIC et des parents qui gagnent, à chacun, allez, disons 3 000 € chacun. Ouais, mais Juste après le fait de payer des cours particuliers, le fait d'avoir l'opportunité de mettre ton enfant dans une école privée et il y a une augmentation, significative du nombre d'inscrits en école privée comparé justement aux écoles publiques. ouais, mais tu vois, il y a autre chose aussi, c'est, toi tu parles, tu donnes l'exemple financier. Ouais, Et moi, j'écoutais un podcast, encore une fois, je le nomme tout le temps parce que je l'adore, podcast Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. Il avait invité, alors je me souviens plus le nom de l'invité, ça va me revenir, mais qui disait qu'il y avait des études qui avaient été faites, pourquoi en école supérieure, polytechnique, enfin les études les plus compliquées, l'ENA et cetera, pourquoi tous les la le principal des, il y a beaucoup d'enfants de professeurs. Je sais pas si ouais, tu savais ça? ouais, ouais. Un énorme pourcentage d'étudiants qui font des grandes écoles et des grandes études, c'est des enfants de professeurs. Tu sais pourquoi? Parce que les enfants de professeurs ont beaucoup plus de temps avec leurs parents. Donc on n'est pas dans une notion financière, on est dans une notion de, on Qualité de va vie, de de qualité, qualité de vie ou de ouais, disponibilité des parents. Donc en ouais, fait, les parents et ça aussi, c'est autre chose par rapport, à cette notion de méritocratie et cetera, c'est que voilà, en étant prof, tu as la possibilité aussi de rester plus proche, tu as plus de temps et tu as la possibilité de rester plus proche, d'accompagner tes enfants. Mais ça, c'est un luxe, tu vois? C'est justement par rapport au fait que, ces parents-là soient professeurs. S'ils avaient été ouvriers ou s'ils avaient eu un métier beaucoup plus entre guillemets compliqué dans les faits ou time consuming, qui prendrait beaucoup plus de temps et bah, voilà, tu as moins de présence de tes parents, donc forcément, tu as plus de tendance à faire des études, peut-être moins poussées. Donc il y a pas seulement l'aspect financier dans tout ça, il y a l'aspect aussi, on va dire, ouais, éducatif. environnement, Aspect environnement, éducatif, environnement, ouais. disponibilité et donc en fait, tu vois, la Et méritocratie, voilà, c'est est-ce que vraiment la réussite, c'est la méritocratie? tu Il y sais a que autre chose. Ouais, vas-y sache, après je tu voulais sais dire qu'il un y truc. a il y a il y a un truc marrant, c'est qu'on a tendance à dire moi je l'ai dit par exemple et puis j'ai écouté aussi un podcast qui m'a fait changer d'idée. C'est par Ouais, exemple, moi j'ai tendance à dire, quand je vois une différence avec, notre troisième frère ou avec toi, je me dis: «Mais c'est fou, on a quand même tous eu la même éducation». Bah, en fait, non. On a tendance à croire qu'on a tous eu la même éducation quand on vient d'une fratrie, mais en fait, à partir du moment où il y a un ordre, à partir du moment où tes parents ont accumulé 2 années d'expérience de plus, qu'ils ont déjà eu un enfant, que leur bah, c'est vrai. carrière a évolué, que, je sais pas quoi encore, à partir de ce moment-là, forcément, tu n'as pas la même enfance, directement. À partir du moment où moi je suis né et que j'avais un frère et que toi tu es né et tu n'avais pas de frère, on n'a Mmh. pas eu la même enfance. Ouais, c'est Et vrai. où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au point qu'en fait, il suffit d'une simple chose. Imagine, j'habite finalement de l'autre côté de la rue. Et imagine, j'habite à la rue parallèle à celle où j'habite. Et bah, juste ça, bah, ça va être une différence qui peut expliquer plein de choses, dans ton avenir. Et donc, on parle de méritocratie, on parle de, partir de zéro, mais en fait, il suffit juste de micro-événements pour, changer plein, plein de choses. Et après, C'est peut-être bah, je te bah, laisse, justement. ouais, Ouais, vas-y. ouais, ouais, bah, justement, mais en fait, il y a un truc qui si on dit que, la réussite, le mérite égale la réussite et inversement, OK? Si on part sur cette notion de Ouais, méritocratie, c'est là où je en voulais en fait, venir aussi, vas-y. ouais, il y a un problème, c'est que on va dire la pauvreté ou du moins le fait de ne pas forcément réussir ou la pauvreté, en fait, ça va exclure, ces gens-là, certaines personnes, qui vont être connotées comme, paresseuses, par exemple. Ouais, Paresseuses ou OK, tu es pauvre, tu as pas réussi, tu n'es pas successful parce que tu n'as pas mérité ou tu n'as pas, travaillé et là, il y a un vrai problème qui se crée, c'est qu'il y a plus d'empathie sociale. C'est-à-dire que les riches, ils vont se dire: «Ah bah, moi, je suis riche et j'ai réussi parce que j'ai travaillé et je dois ma réussite qu'à mon travail seulement
et de l'autre côté, ils on va pointer du doigt les gens qui n'ont pas réussi entre guillemets, encore une fois, hein, c'est vraiment des notions complexes, mais on va les pointer du doigt en disant: «Bah, voilà, s'il n'a pas réussi», et c'est un réflexe qui peut tendre, hein, quand on parle de méritocratie. Si cette personne n'a pas réussi ou si voilà, bah, c'est qu'elle a pas travaillé. Alors qu'en Ouais, fait, c'est un raccourci, mais c'est un raccourci très, très, très tendancieux, très casse-gueule. Tu peux pas arriver à ce raccourci-là en disant que cette personne, n'a pas réussi parce qu'elle a pas assez travaillé. Pourquoi? mmh, Parce que ça peut-être ça nous emmène à notre prochaine étape parce qu'il y a, on alors moi je pense que tu penses aussi, il y a quelque chose qu'on oublie de mentionner, c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable, qui n'est pas mesurable, c'est aussi un facteur chance. ouais, tout à fait. Il y a Et bah, alors un juste facteur chance qui rentre dans l'équation. bah, voilà, juste ce facteur chance, est-ce qu'on peut partir de zéro et devenir président de la République? Premier exemple, bah, je suis né et j'ai une déficience mentale. Je suis né et j'ai un QI exceptionnel, je suis beaucoup plus intelligent que la moyenne. Et bah, non, Ouais, déjà à partir de ce moment-là, c'est un don de la nature si tu veux. À partir de ce moment-là, tu n'auras pas les mêmes chances dans ta vie que bien d'autres. sûr. Quelqu'un qui Bah, a un handicap mental ou peut-être pas forcément un handicap, mais on va dire qui a un QI moins élevé, que d'autres, bah, forcément n'a pas les mêmes armes, dans sa vie comparé à d'autres. C'est aussi simple que ça. Donc partir de zéro et se faire soi-même, avec le mérite et cetera, ça dépend aussi exactement de la chance. ouais. Moi, je vais te prendre un exemple, tout bête, parce que nous, on adore le foot. Quand tu penses à Messi et Cristiano Ronaldo, tu vois, tu en as un, alors évidemment, les 2 sont travailleurs, hein, les 2 ont «mérité», on va dire, entre guillemets, parce que quand tu penses, par exemple, à Cristiano Ronaldo, tout le monde sait que c'est, quelqu'un qui travaille, énormément, qui s'arrête jamais, Mmh, d'accord? Mais, on pourrait dire: «OK, il a eu le succès, il le mérite, il y a aucun problème». Sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a eu quand même un facteur chance. Parce que moi, je connais plus ou moins, enfin, j'ai lu pas mal de biographies sur Cristiano Ronaldo. Son père, il travaillait dans un club de foot. Donc, il amenait son fils qui avait 3 ans avec lui au club de foot, il ramassait les ballons, et cetera. Donc ça, c'est un premier facteur, on va dire chance, qu'il a placé au bon endroit au bon moment aussi. Le mmh, deuxième facteur chance, c'est qu'après, il a eu, par exemple, un petit problème cardiaque. Il a été opéré, il n'y a pas eu de complications ou quoi, mais en fait, dans ta vie, que tu sois Cristiano Ronaldo, Messi ou d'autres, OK, tu as le mérite, tu as le travail, mais tu as d'autres facteurs qui rentrent en compte. Tu as ce facteur chance, tu as à faire les bonnes rencontres au bon moment. Donc on pourrait penser que le succès, c'est pas seulement le mérite, ouais. c'est les efforts, le mérite, le talent, mais multiplié avec un multiplicateur chance qui va venir vraiment, englober toute cette équation. Ouais, donc c'est des Hem, prédispositions. On oppose souvent, je reprends ton même exemple, on oppose souvent Messi et Ronaldo en disant: «Bah, l'un c'est le génie, l'autre c'est le travail». Dans tous les cas, il y a une prédisposition naturelle. bah, Quand on demande, évidemment, voilà, quand on demande à un évidemment. footballeur c'est quoi les qualités, requises pour être footballeur, à un moment donné, il y en a pas un seul qui va te dire, bah, quand même, une certaine habilité, de jouer au ballon. Forcément une prédisposition naturelle, c'est nécessaire. Tu peux travailler des heures si moi je vais travailler demain 9 heures par jour, 10 heures par jour sur mon football, crois-moi que je deviendrai pas Messi, voilà. Non, bah, après on ne dit pas que bien sûr que ça aide. Bien sûr que ça aide. Le fait de travailler dur, moi je pense ça aide. Tu peux pas de toute façon être successful sans travail. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Donc Mmh, c'est en fait, il faut voir la comme ils disent les Américains, la full picture. Il faut voir la full picture, l'image, au complet. Tu as évidemment le travail qui rentre en compte. Évidemment que les gens qui réussissent travaillent, on va pas se mentir. Moi je le pense, foncièrement. Maintenant évidemment, il y a des gens qui ont peut-être plus de facilité. Il y a des gens qui vont avoir, comme on l'a dit, des relations, qui vont être peut-être pistonnées, on va en parler par la suite. bah, ouais, Mais justement, tu as ces relations qui rentrent en compte et la capacité aussi de faire ses preuves, de faire son trou, d'aller, récupérer les informations au bon moment, de parler aux bonnes personnes, et donc peut-être, je sais que Sacha, toi, tu voulais parler d'intelligence. ouais, bah, Et je te laisse, voilà, me dire parce que pour toi, tu me disais hier ou avant-hier, tu me disais: «Mais en fait, c'est quoi l'intelligence?» Et en exactement, fait, dans ce sujet de avant de te laisser parler, dans ce sujet de méritocratie évidemment, bah, il y a cette notion d'intelligence. ouais. Alors dis-moi ce que tu en penses. Qu'est-ce que l'intelligence pour toi? Est-ce qu'elle a sa place dans toutes ces notions de, méritocratie, réussite, talent, effort et ainsi de suite? Alors je vais essayer de faire une réponse, qui sera pas trop longue, mais avant, tu as parlé de, pistonné. Voilà, quelqu'un qui est pistonné, on oppose souvent justement
mérité ou hérité. OK? Ouais, Et en sous-entendu, bah, celui qui hérite, il a été pistonné, il a eu plus de chance et cetera. Bah, disons que je pars de rien, OK? Je travaille, je fais un 1er job qui se passe bien et j'obtiens une recommandation de la part de mon patron qui reconnaît mon travail. Et bah, à ce moment-là, je deviens aussi pistonné finalement. Si j'ai bien une sûr. recommandation, 2 Petit pistonnet, recommandations, ouais. bah, au final, malgré tout, je deviens en quelque sorte le pistonné que je combattais au début, tu vois? Et donc, Ouais. effectivement, pour moi, ça peut aussi être, enfin, c'est de l'intelligence et c'est un humoriste qui disait ça, Edgar Yves, ouais, Edgar Yves et en fait, ça vient de Stephen Hawking qui dit, «L'intelligence, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité, pardon, à s'adapter au changement». OK? Donc l'intelligence, c'est déjà, moi, je le dis tout le temps à mes élèves, c'est pas forcément les bonnes notes, être le bon élève, tout le temps ça, mais c'est aussi savoir comment naviguer dans un environnement qui change. D'accord? Ton environnement change. Disons que tu pars loin, tu t'expatries, tu veux monter un nouveau business et ben, en fait, comment tu vas rendre tout ça viable? Comment tu vas réussir à t'adapter et de manière à rendre tout ça, successful? Voilà, ça, c'est l'intelligence, tu vois? Et dans tout ce dans tout ce qu'on dit depuis le début, hein, sur le mérite, il faut aussi savoir, pas forcément être le bon élève qui va rendre ta copie 20 sur 20, mais aussi naviguer, tu vois? De manière un peu, plus ou moins déplacée comme ça, naviguer, essayer de Sournoise, sournois sournoise. non, peut-être pas sournoise parce que ça c'est négatif, Ouais, tu c'est vois? une connotation un peu J'essaie de trouver une négative. connotation positive, mais d'essayer de placer tes billes au bon moment, de voir un changement, de dire: «Ah tiens, OK, je vais faire ça». On a reçu, dans l'épisode sur l'analyste financière, c'est aussi ça. C'est aussi essayer de repérer Mmh. un futur changement et de prévoir donc ce Oui. changement et de t'adapter en conséquence. Donc Ouais, mais après, l'adaptabilité et la capacité à s'adapter, c'est justement la capacité, pardon, c'est exactement ça qui est le signe de l'intelligence. ouais, mais bon, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, OK, moi, je suis complètement d'accord, hein. Il faut être un caméléon pour arriver à ses fins, mais en même temps, ça demande mais en fait, c'est pas donné à tout le monde puisque, on va dire, imagine, toi, tu es prof, OK, tu es prof de maths, ta classe, ils ont quel âge? C'est quoi, sixième, ils ont 10 ans peut-être? Est-ce que tu as Ah, des élèves de ça 10 ça ans? commence à 10 ans, ouais, mais ça se termine à Et est-ce 18, que hein. Tu réduis OK, mais vachement. est-ce que oui, mais est-ce qu'à 10 ans, c'était ça ma question, est-ce qu'à 10 ans, tu as l'intelligence justement, ou du moins tu as le recul nécessaire pour, peut-être t'adapter au changement, placer tes billes comme tu Mais tu dis? le construis. Justement, tu le construis. Mais Moi, en tant que prof de maths, je répète à longueur de journée à mes élèves qu'avoir 20 sur 20 en maths, ce n'est pas ça être intelligent. Qu'un élève, qui a, des 5 et des 6, ce n'est pas être quelqu'un de bête. Il y a mais alors plein de sortes d'intelligence et justement, il faut essayer avec les prédispositions qu'on a. Parce qu'un bon élève, et c'est quoi? C'est un élève qui a, alors 15 partout ou qui a 0 partout et 20 en maths, tu vois? Donc c'est avoir des les prédispositions, c'est naturel, on peut oui, travailler mais dessus. Mais après l'intelligence, c'est aussi, bah, comment tu vas te débrouiller dans la vie, quotidienne. Voilà, OK, c'est mais je vais te poser une colle. l'exemple tout le temps, qu'on me sort, c'est, «Monsieur, à quoi ça sert le théorème de Pythagore?» Et c'est pas ça que je t'enseigne. Moi, je t'enseigne, si tu veux, je t'enseigne des savoirs qui vont te permettre, d'élargir un peu ton cerveau, d'avoir une plasticité mentale, d'avoir des problèmes, de réfléchir à comment résoudre ces problèmes, d'avoir des propriétés, de clarifier ton raisonnement. Voilà, tu vois? C'est tout ça qu'on travaille. Oui, mais alors, je vais te poser une colle. Est-ce que tu dirais alors du coup, qui est le plus intelligent? Est-ce que c'est l'élève qui a 20 sur 20? Ou alors c'est l'élève qui est à côté, qui triche sur ce bon élève, pour avoir, 20 sur 20 sans rien faire? Ouais. Bah, la triche, c'est quelque chose qui est, on peut en Parce parler qu'en des vrai, heures parce que c'est vrai que j'ai une opinion, sur la triche. Pour moi, elle est pas tout le temps à blâmer, mais justement, il faut essayer de bah, c'est pouvoir une le preuve faire avec d'adaptation. intelligence. Voilà, C'est une preuve oui, d'intelligence. Alors je pourrais oui, te dire: «C'est une mais preuve jusqu'au d'intelligence, c'est une preuve de ouais, mais il faut pas mmh» en fait, il faut pas il faut réussir à pouvoir compter sur soi-même en cas de souci. Imagine celui qui veut tricher, à la fin, oui, il a un empêchement. Et bah, s'il a 0, on va tout de suite le voir. On va dire: «Ah ben non, mais d'habitude tu as 20, là tu as 0, il y a vraiment un problème». Par contre, quelqu'un qui s'adapte, qui veut essayer de tricher, mais qui sait se reposer sur des bases lorsque, mon plan ne marche pas, voilà, tu vois? C'est ça la différence. OK.
Donc voilà, donc pour toi, pour bien pour bien, finaliser sur ça, en fait, le tricheur, il n'est pas intelligent. Ou du Non, moins, non, il non, pourrait l'être, mais dans certaines mesures. bah, de manière générale, hein, pour, côtoyer des élèves à longueur de journée, les élèves qui trichent sont pour la plupart, non, sur le coup, pas intelligents, parce qu'ils le font mal, et cetera. Mais quelqu'un Ouais, qui est un peu, sournois, qui essaye d'avoir, de grappiller quelques points, enfin, la triche, c'est pas que ça, hein, c'est aussi, par exemple, mettre des mots-clés, dire, peut-être au professeur: «Ah monsieur, regardez, vous êtes un petit peu trompé sur la correction», alors qu'en vrai, non. Mais tu vois, d'essayer de grappiller des points, ça peut aussi être considéré comme de la triche. Hem Mais de manière générale, en vrai, pour Wesley, pour le voir, les élèves, 90 non, c'est pas intelligent. Ils le font ils te regardent comme ça, tout le temps, ils te regardent. D'une manière, tu vois, de je suis en train de faire une bêtise, j'espère qu'il va pas me capter, mais ça se voit à 1000 ouais. Ah kilomètres. ouais? C'est marrant parce que nous, tu vois, quand on était élèves et qu'on trichait, heu, tu en fait, ça doit être marrant d'être à ta place et de voir comment les élèves réagissent parce que nous, voilà, on était dans nos corps, dans nos positions. On s'est jamais vu en train de tricher, tu vois? On sait pas du tout à quoi on ressemblait, en fait, dans les faits. Et juste, je te fais une petite parenthèse. Ça me fait penser à Game of Thrones, en fait, que tu as toujours pas vu, que tu devrais voir. Parce que c'est vrai qu'il y a alors Game of Thrones, ça parle de tout, hein, de vraiment de tout et n'importe quoi et évidemment, il y a, cette notion de méritocratie et en fait, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et il a toujours été, hein, il a toujours été, politisé, politique, mais politisé dans quel sens? Où encore une fois, comme tu dis, voilà, les personnes qui réussissent ou qui vont monter les échelons, qui vont avoir une intelligence peut-être un peu supérieure ou bien, vont bien jouer leurs cartes, bah, c'est des personnes qui vont, s'adapter, qui vont, jouer de relations, Ouais, jouer, de peut-être d'analyse, pour ensuite prendre des décisions, en fait, ils vont prendre ce recul nécessaire, pour prendre les meilleures décisions sans forcément travailler, de manière acharnée pour arriver à leur fin. Alors, ils peuvent, on va dire, beaucoup travailler, mais c'est vrai que voilà, tu as est-ce que l'effort, est-ce que et c'est qu'est-ce que l'effort? Est-ce que la stratégie, quand tu penses à Game of Thrones, paye plus qu'un effort, prononcé? ouais. Ça, c'est des notions qu'on Et va aborder tout de suite. Et tu vois, juste, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais c'est j'aime bien parler de ça, mais en rapport avec les mathématiques. Il y a toujours plusieurs chemins dans les mathématiques. Il y a toujours plusieurs façons de résoudre un problème et des façons plus ou moins, belles, plus ou moins pratiques, plus ou moins simples et c'est aussi ça qu'on apprend, voilà, toujours: «Mais à quoi ça va me servir, de faire le théorème de Pythagore? À quoi ça va me servir, de ça?» Mais c'est pas ça, c'est aussi de voir, d'analyser toutes tes solutions et d'essayer de trouver la solution la plus efficiente possible pour arriver à tes fins. Donc c'est de l'analyse quelque part, tu vois? Ouais, c'est une question d'analyse. Je vois ce que tu veux dire. Donc en fait, tu es en train de me dire que, c'est l'analyse mathématique. Bah, en fait, de toute façon, je pense que le 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 mathématique, tu le retrouves dans la vie de tous les jours, hein, Ah, c'est quand, clair. Et de toute les façon, tu mathématiciens sont hyper connus pour se faire chier des années à résoudre un problème qui, de base, le problème, c'est quoi? C'est pour essayer de te simplifier la vie pour, passer moins de temps. Donc c'est ça, en fait, ouais. un inventeur, qu'est-ce qu'il fait un inventeur? Il passe des années de recherche développement, il passe des années de réflexion, bah, pour, quelque chose qui va te simplifier la vie pour te perdre, moins de temps. Mais bon, au final, dans la quête Bah, de l'efficience, bah, tu as perdu des années. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est ouais. amusant. De toute façon, l'intelligence, en quelque sorte, c'est aussi être calculateur. Bah, ouais, c'est Calculateur de clair. tes moindres faits et gestes, de ta prochaine, action. Aussi, par exemple, tu as, un livre de, Robert Greene qui est, alors c'est un livre un peu, c'est Power, Pouvoir. Le nom du livre, c'est Pouvoir, de Robert Greene. Bon, il a un peu décrié ce livre parce qu'il est assez, masculinisé et en fait, non, c'est pas Power, c'est les 48 lois. C'est les 48 lois du pouvoir. Et une des lois du pouvoir, que Robert Greene mentionne, c'est de toujours, avoir un coup d'avance. Toujours avoir un coup d'avance. Et qu'est-ce que c'est que toujours avoir un coup d'avance? C'est, bah, calculer, en fait, calculer tes moindres faits et gestes, être toujours dans le calcul, dans l'adaptation comme on a dit, mais mais avoir de l'avance sur les autres et les gens qui t'entourent, que ce soit dans la création de tes relations, peut-être, les faire à en fait, voilà, vraiment, être dans
dans le coup d'avance pour arriver à tes fins. Maintenant, alors tu m'as décrié un petit peu la dernière fois, tu m'as dit, on parle tout le temps d'IA, moi c'est vrai que je suis dans l'informatique, toi voilà, professeur de maths et tout, moi je suis beaucoup plus, enfin je suis côté informatique, Ton sujet fétiche, hein, on va dire. et c'est mon sujet un peu fétiche et j'aime beaucoup en parler parce que c'est vrai que c'est en train de changer le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais justement, alors l'ère de l'IA, tu comme on a dit, le travail acharné, against versus le travail intelligent. Aujourd'hui, avec l'IA, tu arrives à tout faire en un clic, en 2 minutes et de Ouais. façon, assez incroyable. Donc, est-ce qu'on n'arrive pas du coup à alors déjà, est-ce que ce modèle de méritocratie existait? Je pense pas et tu penses pas non plus parce qu'on arrive à conclure sur ça. Mais alors, là, on arrive sur vraiment un retournement de situation, peut-être même encore plus, puissant puisque, bah, aujourd'hui, il y aura alors peut-être Voilà, qu'il si n'y tu veux aura plus pour, du tout. Il y a même plus de travail du tout acharné avec l'IA. ouais. Heu, Alors voilà, pour peut-être un petit peu t'aider, si on y pense, lorsqu'avant on avait besoin d'experts, pour, résoudre un problème, c'est-à-dire que nous on a une idée, mais on doit s'entourer d'experts pour nous aider et donc avoir des moyens et donc, être pistonné comme on l'a dit, alors pas forcément pistonné, mais bon, on en a parlé, ne pas avoir les mêmes chances que les autres. Aujourd'hui et bah, ces experts peuvent être remplacés par un outil, l'intelligence artificielle qui va nous aider dans tout ce qu'on entreprend et de manière très, 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 efficace. Voilà. Donc est-ce que, c'est l'idée de ta question, est-ce que les cartes peuvent être redistribuées en fonction des gens qui ont moins, de moyens, qui viennent d'un milieu plus défavorisé, mais néanmoins qui savent se servir des outils d'intelligence artificielle, par exemple? mais voilà, mais en fait, là, on a en fait, tu viens de dire, Oui, ah, j'ai ceux reclarifié ta question, je pense. ouais, mais ceux qui arrivent à utiliser les outils, mais en fait, là aussi, tu vois, on n'est pas tous égaux. Mmh. Donc là aussi, il y a un problème. C'est-à-dire que quels vont être ceux, voilà, quels vont être ceux qui vont arriver à leur fin ou, bah, c'est peut-être dans le futur ceux qui vont, utiliser l'IA, de la manière la plus efficace possible, Voilà, mais donc pas tout le monde. c'est ceux qui vont être formés à l'utilisation de l'IA et donc ceux qui Exact. vont payer des formations et donc ceux qui auront les moyens de suivre ces formations et donc on revient à notre problème du Non, début. après, non, mais après, alors non, non, après, ça dépend parce que payer des formations, je suis pas forcément d'accord, mais tu peux rentrer dedans, tu dois rentrer dedans. Maintenant, c'est vrai que tu alors, je sais pas si vraiment il y a des barrières à l'entrée. Il peut y avoir des petites barrières à l'entrée, par exemple, si tu as envie d'utiliser, ChatGPT, le modèle payant qui coûte 1 dollar par mois, mais tu es pas forcément obligé. Donc je sais pas s'il y a une barrière à l'entrée, mais du moins le fait d'utiliser de l'IA, le retour sur investissement quand tu utilises de l'IA est beaucoup plus important. Mmh. Donc je pense que quelqu'un justement en fait l'IA peut permettre, vraiment à donner sa chance à n'importe qui. Parce que même, le petit garçon de 5 ans, qui est au fin fond de l'Afrique, qui a juste un ordinateur et une connexion internet, peut utiliser de l'IA, tu vois? Et aura la possibilité de répondre aux questions les plus, dures, aura la possibilité de, peut-être développer une application en 10 minutes que quelqu'un qui est en Europe avec, les moyens, qu'il a importants ne pourra pas faire puisque, il n'est pas forcément dans cette optique de création et d'innovation. Donc, peut-être que comme tu dis, ouais, l'IA est complètement en train de redistribuer les cartes et redonne sa chance à tout le monde. Moi, je pense pas qu'il y ait de barrière à l'entrée, en fait. Est-ce que tu penses qu'un, enfant africain dans un village, machin, a accès à un ordinateur qui utilise ChatGPT? Bah oui, bah, bien Tu sûr penses et de vraiment? toute façon bah oui, bien sûr. Ben Parce on qu'à la voit base, alors bon là, déjà ça fait je pense ça doit faire quoi? Allez 2 ans, 1 an et demi même, peut-être moins, 1 an et demi que c'est quand même, assez démocratisé. Mais, si je on y réfléchit, ChatGPT ça a commencé je crois il y a trois ans et demi, 4 ans. Qui en a profité en premier? Bah, les universitaires, les bien Européens, sûr. les Américains, voilà. Donc finalement, tu vois, ça s'est redistribué, naturellement. Mais, Une fois que en fait, une fois que tu passes ces early adopters, tu vois, on appelle ça les early adopters, ouais, ceux qui adoptent le produit le plus tôt possible. Une fois que tu passes ces early adopters dans les 2 3 premières années de l'IA, aujourd'hui, c'est démocratisé. L'IA, c'est devenu ouais, complètement démocratisé. Tout le monde connaît ChatGPT, que tout le monde connaît Gemini et tu alors je donne l'exemple de l'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on peut penser que,
En Afrique, il n'y a pas forcément de connexion internet, il y a peut-être, pas d'électricité et cetera. Mais alors, je dis pas que, c'est vrai ou c'est faux. Mais je dis qu'il y a une tendance vers l'amélioration d'accès vers internet, vers les ordinateurs pour, par exemple, ce continent ou même un autre qui est, défavorisé ou moins exposé à une richesse, quelconque. Justement, on parlait d'Elon Musk tout à l'heure. Elon Musk avec, comment ça s'appelle? Je crois que c'est Hyperlink, je me souviens plus du nom de la boîte, je crois que c'est Hyperlink qui, Starlink, je crois que c'est Starlink, pardon. Qui veut fournir au travers de satellites, qui veut fournir internet, une connexion internet à tout le monde, dans le monde entier gratuitement. Tu connais ça? Tu étais au courant de ça? Non, Starlink, tu as entendu parler de Starlink? non, non, Bah, je Elon t'écoute. Musk, il a envoyé des satellites qui fourniraient internet à tout le monde et d'ailleurs il a donné, c'est en train d'être utilisé en «temps de guerre» entre guillemets entre l'Ukraine et la Russie. Elon Musk, il a beaucoup aidé l'Ukraine en leur fournissant des accès internet avec Starlink, pour combattre les Russes et cetera. Donc il peut y avoir des utilisations, on va dire, de guerre, mais voilà, l'objectif d'Elon Musk à long terme, c'est que chaque personne dans le monde ait accès à internet et que tu sois en Afrique, en Europe ou ailleurs, tout le monde aura accès à internet. Et une fois que tu as accès à internet, en fait, tu as accès à tout, tu as accès à cette richesse-là. Internet te donne cette richesse-là. Moi, je pense que encore une fois, le fait d'avoir accès à internet et le fait d'avoir un ordinateur parce qu'aujourd'hui, même si tu as un téléphone, je pense que même la plupart des gens, la plupart des gens ont des téléphones, je crois qu'il y a plus de téléphones sur terre actifs que de gens sur terre. Alors évidemment, il y a Ouais, plein de gens qui ont 2 ou 3 téléphones, hein, je te l'accorde, mais voilà, dans la moyenne, on est bien au-dessus du nombre de téléphones ouais, par nombre de gens qui sont vivants sur terre. Et en fait, ça va aider ces gens-là, à justement innover, à créer et à redistribuer les cartes. Je pense sincèrement. ouais. Alors, déjà, 1er point, tu sais que les plus grandes avancées technologiques se sont toujours faites en temps de guerre. Voilà, 1er point, Ouais, donc ouais, ça, c'est ouais. tout Et à fait attends normal. d'ailleurs petite Ouais. parenthèse, c'est les le podcast que j'écoutais là, que j'ai mentionné tout à l'heure, c'était Sarah Knafo Ah qui OK. parlait de qui parlait justement de l'ENA et des élèves, qui sont dans les plus grandes écoles qui ont des parents profs. Alors Ouais. vas-y, je te laisse continuer. Ensuite, tu parles d'intelligence artificielle. Moi, c'est ce que c'est un petit peu mon discours aussi avec, mes élèves. L'intelligence artificielle, c'est un outil, d'accord? Il faut réussir à se servir d'un outil. Parce que si on Oui. demande à l'IA de faire le travail à notre place, en fait, à quoi est-ce qu'on sert? À rien. Non. Et je Non pense mais ça veut rien dire sincèrement ça, ça veut rien dire ça, sache. attends, je pense sincèrement que dans l'avenir, heu, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. On en a déjà discuté. Forcément, il y a des métiers qui vont disparaître, des métiers où on ne sera plus, utile et donc il faut réussir, en fait, à comprendre l'IA et à réussir à s'en servir comme un outil. Il ne faut pas que l'IA te remplace. Il ne faut pas que l'IA fasse son travail à ta place. Tu dois toujours avoir un regard critique, parce qu'en fait, si l'IA te remplace, tu ne sers à rien, donc tu disparais, tu n'existes pas, voilà, tu es mort. Ah mais je pense que ça veut rien dire ça, parce que je vais te contredire, ça veut rien dire puisque tu as, Il faut savoir le l'utiliser. Il faut savoir oui mais l'utiliser. Si tu ne l'utilises pas correctement, et qu'en fait tu te sers de l'IA pour dire, «Voilà, j'ai un travail à faire, fais-moi le travail». Bah, en fait, toi, oui, toi tu te ton travail ne sert à rien. Tu ne OK, sers à mais rien. donc à court terme, donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'à court terme, tu peux jouer avec l'IA, sans conséquence. Mais qu'à long terme, la conséquence, ça va être que si l'IA te permet de faire tes tâches quotidiennes, elle va tendre à te remplacer. C'est ce que tu es en train de dire. Ouais. Heu, je comprends ce que tu dis, sauf que ce que tu as pas imaginé, c'est que en fait, là, je parlais de early adopter, on est au tout début de cette ère, là, c'est que, il va y avoir de nouveaux métiers. On en parlait avec Emma à l'épisode précédent, Ouais, ouais. il va y Non, avoir de mais nouveaux voilà, mais donc métiers. c'est les Le nouveaux monde sera métiers. complètement différent. Voilà, mais Le donc c'est ceux qui savent se servir de l'outil, c'est ce que je veux dire. Mon point, c'est ça. Il faut savoir se servir de l'outil et encore une fois, on parle de méritocratie, de repartir de zéro, d'égalité des chances. On n'aura pas oui. tous les mêmes chances face à comment se servir de l'outil. Oui, alors c'est sûr que c'est pour ça qu'il faut en parler, en fait, il faut rentrer il faut se salir les mains. Tu vois? Il faut se salir les mains, il faut rentrer dans le truc, heu voilà, tu vois, je t'ai montré le site,
que j'ai fait pour le podcast, je l'ai fait en utilisant différents outils IA, mais je me suis, entre guillemets, «sali les mains». J'ai essayé de chercher les informations, d'essayer différentes choses. Évidemment, on ne te dit pas que et encore une fois, on revient sur cette notion de travail, de travail. Évidemment, on a parlé du facteur chance et cetera, mais tout part d'un travail, minimum, je pense, tu vois? Et il y a rien ne te tombe du ciel. Alors évidemment, la méritocratie, ne va pas te permettre en seulement en travaillant seulement de manière acharnée à arriver à tes fins, heu, mais heu, mais avec ce travail dont tu as besoin, multiplié comme on l'a dit par ce facteur chance, tu peux arriver à tes fins. Mais évidemment qu'il faut travailler. Si tu as envie d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses et de réussir, encore une fois, je mets des guillemets, et bah, il ça demande un minimum de travail. Ouais, tout à fait d'accord. Donc voilà, je pense que c'était une super, super, discussion. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà, qu'est-ce que tu voulais dire, comme mot de la fin, mon petit Sacha? Bah, pour moi de la fin, la méritocratie, finalement, c'est quelque chose de bien utile pour un État, pour, des chefs d'État, pour, la population en général, parce que c'est aussi ça qui te pousse parfois à avancer, à entreprendre. Pourquoi on a commencé le podcast? Voilà, c'est aussi une question de en se donnant les moyens, en travaillant dur, on peut arriver à quelque chose. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Donc, effectivement, ça pousse, et de toute façon, c'est dans la nature humaine, je pense, en se disant: «En faisant beaucoup d'efforts, je vais réussir à obtenir quelque chose à la fin». Voilà. En secouant l'arbre très fort, bah, les fruits vont tomber. Donc Mmh. c'est quelque chose d'assez et naturel. et et le les le, on va dire, alors l'entrepreneuriat emmène l'entrepreneuriat. En fait, le fait de faire quelque chose t'emmène par la suite à faire quelque chose de nouveau et à te Mmh. démener pour faire, pour jouer de relations comme on a dit, donc c'est sûr qu'il faut toujours, commencer par, quelque chose. Voilà, Tu peux pas te voilà. laisser, rien faire. Donc je dirais que c'est quelque chose de bien utile. Néanmoins, il faut réussir avec des gros guillemets, voilà, il faut réussir à se jouer de ça. Il faut pas prendre pour argent comptant, ce que l'on pense, que la méritocratie existe. Il faut vraiment réussir en fait, tu vois, c'est comme un film, il faut le voir un petit peu en étant reculé. Bah, c'est comme la vie. Voilà, la vie, tu dois être acteur bien sûr de ta vie, mais de temps en temps, tu dois réussir à te mettre de côté et à regarder un peu d'un œil extérieur en te disant: «Est-ce que, je fais les bons La choix? Est-ce full que» picture, voilà, full vraiment, picture. cette idée de full picture. Mmh. Bah, Et toi? génial. Ouais, bah, écoute, non, bah, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai, c'est une notion, dont tout le monde parle, ce qu'on disait en introduction, voilà, les chefs d'État, les présidents et cetera. Après comme on l'a dit, là, il y a cette idée de méritocratie un peu marketée pour, pour qu'on travaille, en fait, et qu'on apporte, qu'on contribue à ce capitalisme. Donc bah, ça fait sens dans le monde dans lequel on vit. Maintenant, il faut pas oublier faut pas oublier, comme tu disais toi, de garder cette intelligence qu'on a tous, en fait, puisqu'on est des êtres humains, on a une certaine intelligence. Alors après, évidemment, comme tu as dit, il y a certaines personnes qui sont handicapées ou autres, je suis complètement d'accord, il y a aucun doute là-dessus. Mais avec ses propres moyens, essayer de jouer dans cette cour, de Ouais. requins pour arriver aux fins, aux fins, au pluriel, que tu souhaites pour ta vie, à toi. Il faut pas réussir à travailler plus, il faut réussir à travailler mieux. Je pense, aux Japonais, tu vois, les salaryman qui travaillent des heures et des heures et des heures, mais en fait, c'est, institutionnel. Ça veut dire que pour être bien vu, bah, tu dois être Ouais, là, tu dois être présent, tu dois montrer que tu travailles, même si ton travail est vide. D bon, là, ces dernières c'est années, je trouve que intéressant. ça s'est un petit peu, démocratisé, hein. Le fait que, bah, il y a des semaines aménagées, des semaines peut-être de 4 jours. En fait, bah, tu viens au bureau juste quand tu as quelque chose à faire. Tant que le travail est fait à la fin, je m'en fiche de, comment tu le fais, tu vois? Donc c'est Mmh quelque chose mh. qui peut, c'est une ouverture d'esprit qu'on peut commencer à avoir. Voilà, je pense que c'est une bonne fin. Essayez pas de travailler forcément plus, mais essayez de travailler mieux. Magnifique. Alors sache, je te laisse, je te dis, à dans 2 semaines. Allez, à toutes. Ciao, ciao.